BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Salut tout le monde, c'est mercredi et comme tous les mercredis, je suis très heureux de vous retrouver pour un direct qui va nous permettre de découvrir les expériences que vous avez vécues aux frontières du mystère, de l'inexpliqué et qu'on appelle plus vulgairement du paranormal. Sans transition aucune, sachez que j'ai un truc à vous annoncer, c'est au 01 86 22 80 20 que ça se passe ou alors à rédaction@btlv.fr. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. C'est toujours un plaisir le mercredi, bien sûr, de vous retrouver, vous qui êtes nombreux et nombreuses à suivre nos lives via les réseaux sociaux de la chaîne. Et quand je dis nous retrouver, je dis Jocelyn F. Keller qui est avec moi. Salut Jocelyn. Salut Bob. Très heureux de te retrouver Jocelyn, malgré la défaite du PSG hier qui nous a endeuillés un petit peu, et toi et moi. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait été peut-être un peu paranormal. Gagner, hein. Ben oui, donc voilà, on peut pas. C'est paranormal quand on affiche les victoires comme ça. Bon, alors mon Jocelyn, ce soir, de jolis témoignages. On va parler de Dogman, on va parler d'objets sphériques dans le ciel, de phénomènes paranormaux, de faisceaux étranges qui balayent le ciel, de rêves, là aussi un peu surnaturel, et puis d'ovnis. Donc, et on va commencer, mais vraiment directement à rentrer dans le vif du sujet, avec un phénomène qui a été à la une d'un live il y a une dizaine de jours. C'est le Dogman ou le loup-garou, et on en parle avec Louisa qui est avec moi. Bonsoir Louisa. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver Louisa sur BTLV. Merci d'être avec nous. Et en 2024, donc... vous partez en balade visiblement avec votre compagnon et il se passe quelque chose d'étrange. Oui, alors du coup en 2024 j'étais en Australie avec mon copain et on vivait chez l'habitant et on avait pour habitude de faire des promenades nocturnes pour aller voir les animaux. Et en fait on se promenait dans un lotissement et il y avait une rue sur la gauche. Ouais. Et à ce moment-là j'ai vu une bête, une très grosse bête, qui ressemblait plutôt à un chien, mais bien plus gros. Ouais. Avec des pattes plutôt fines. Et après, la bête, elle est partie. Mmh. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé à mon copain s'il avait vu la même chose que moi. Mmh. Malheureusement, il n'a rien vu. Et du coup, j'ai été curieuse et j'ai voulu aller dans cette rue. Et en approchant de la rue, de l'endroit où j'avais vu la bête, et ben, j'ai plus pu avancer. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer? La peur? Et ben, je sais pas, parce que si j'avais eu vraiment peur, bah, je serais rentrée. Sauf qu'après, j'ai continué ma balade. D'accord. Donc, je sais pas si c'est vraiment de la peur. Alors dites-moi, là il y a beaucoup de questions qui s'entrechoquent. C'est parce qu'il faut savoir que l'Australie quand même, mon fils y a vécu pendant presque 2 ans. Il m'a dit il y a des bestioles dans tous les sens, c'est très étrange. Donc Oui. il y a des dingos, bien évidemment. Les dingos, ce sont des chiens assez un peu volumineux et qui sont un peu effrayants parce que ce sont des chiens sauvages. Et surtout, quand vous dites que les pattes étaient fines, donc le corps était gros, mais est-ce que la bête s'est mise sur ses 2 pattes? Parce que on a, quand on parle de Dogman ou quand on parle de loup-garou, ce sont des créatures et des cryptides qui se présentent tout poitrail déployé et debout. Est-ce que vous avez vécu ça? Non, je l'ai vu que sur 4 pattes. Après, en comparaison avec un dingo, c'était quand même bien plus gros, hein. J'en ai oui, vu quand des même. dingos et D'accord. oui, oui. Et, Ça et- faisait, je pense, la taille d'un cheval. Un Ah petit ouais? cheval. Ah ouais, d'accord, un poney, Ah quoi, oui. voilà, un truc comme Ouais, ça. c'est beaucoup. Oui. Ouais. Ah ouais, donc là, c'est pas un dingo, là, c'est sûr. Mais vous auriez dû commencer par là, parce que là, Non, si non. vous voulez un chien qui fait la taille d'un ouais. poney, c'est quand même énorme. Mhm. Jocelyn. Et ça ressemblait plutôt à un chien ou plutôt à un loup ou quelque chose de plus sauvage qu'un chien? Eh ben, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, un loup à crinière. Ouais, bien sûr. Bah Enfin, oui, alors c'est à peu près ça. j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, mais alors quand vous dites un loup à crinière, vous pensez à un loup qui a une crinière ou vous pensez à ce qu'on appelle un loup à crinière parce que c'est aussi autre Non, ce chose? qu'on appelle un loup à crinière. C'est enfin comme un Parce espèce que les loups à... de
de grands loups renards un peu. Bah, ça ressemble effectivement à alors le loup à crinière, ça existe. Effectivement, ça ressemble à un gros renard. Donc c'est déjà pas super gros. Enfin, à mon avis, c'est pas aussi gros qu'un cheval. Mhm. Et surtout, Non, il non, y en a c'est pas en bien. Australie. C'est-à-dire que ça Ah n'existe oui? qu'en Amérique du Sud. Donc je sais pas comment il serait arrivé en Australie. Ouais. Après, comme l'a dit Bob, il y a tellement d'animaux assez Étrange. endogènes en Australie que oui. Alors moi, je pensais même. Alors je sais pas. Là, vous avez dit que c'était la nuit, hein, c'est ça? Vous l'avez Oui, pas non plus super oui, bien oui. distingué? Est-ce que ça aurait pas pu être Oh un énorme j'ai quand phacochère, par même bien exemple? vu, quoi. Ah non, non, pas du tout. Non, ça ressemblait pas à ces énormes phacochères là qu'on voit en Australie qui sont très impressionnants. Les fameux Non, non, pas du tout. razorbacks là, non? Non, d'accord. Alors, Et moi, je puis trouve. après, comme je vous ai dit, Euh, je vivais chez ouais. l'habitant, donc ils m'ont pas dit, enfin, ils ont pas su me dire ce que ça pouvait être, quoi. Ah oui, ça leur parlait pas, ils avaient pas vu quelque chose de. Ok. Non. Alors, Moi, je suis pas un spécialiste de il la y a quand même, il y a quelque chose zoologie qui en est, Australie, mais la cryptozoologie, bien sûr, elle est fascinante parce que elle évoque des créatures qui sont un peu étranges, qu'on n'a pas l'habitude de voir, que certains disent fausses alors que d'autres pensent qu'elles sont réelles. Mais en fait, il y a souvent, quand on est face à quelque chose que l'on ne comprend pas, il y a un ressenti. Quel a été votre ressenti à ce moment-là? Parce que vous êtes quand même allé dans la rue. Et ben, j'ai été surtout étonnée et curieuse, quoi. Enfin, j'ai pas forcément eu de peur, mais j'ai été vraiment surprise et curieuse de savoir ce que c'était, quoi. Et quand vous êtes allé dans Plus, la rue, votre compagnon vous a pas suivi, votre ami vous a pas suivi. si, il était derrière moi, mais quand je lui ai dit que je m'arrêtais là et que je faisais demi-tour, il m'a suivi. D'accord. Oui, et en même temps, d'accord. Parce que gardez-le celui-là, hein, parce que lui, il fait pas de problème. Hein, c'est-à-dire que vous lui dites je vais à droite, il va Oui. à droite. Voilà. Donc, oui, Jocelyn. non, ce qui est intéressant, c'est cette sensation d'être paralysé, là, de plus pouvoir avancer. Cette sensation, vous l'avez sentie après que l'animal ait disparu ou au moment où vous l'avez vu? Et ben non, plutôt quand il a disparu. En fait, au moment où j'ai commencé à avancer dans cette rue. Et est-ce qu'il vous a vu? Est-ce qu'il grognait? Est-ce que Ouais. il faisait des bruits? Qu'est-ce qu'il faisait? Non, pas du tout. Quand je l'ai vu, en fait, j'avais une lampe torche, donc je l'ai éclairé. Et dès que je l'ai éclairé, bah, il est parti en... Enfin, il courait pas forcément, mais il est parti, quoi. D'accord. Ok. Bon, et alors pour vous, parce que c'est ça qui est intéressant, quel est votre sentiment? Vous avez vu une créature qui n'est pas habituelle, un peu compliquée, un peu différente, un peu exogène. Qu'est-ce que vous avez vu? Et ben, je saurais pas trop dire, mais pour moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir livré ce témoignage parce qu'effectivement, nous non plus, des chiens, enfin en tout cas des loups qui sont Bah, de la taille d'un poney, il n'y en taille a pas beaucoup, hein, d'un donc voilà, poney, donc, c'est quand même non. énorme. Oui. Un poney, c'est 1,20 m au garrot, un truc comme ça, donc c'est un peu balèze. Ouais. Et est-ce qu'il était costaud? Vous aviez la sensation que la bestiole était balèze? Oui, quand même. Enfin, sauf au niveau des pattes, comme je vous ai dit, bien fines, mais Ouais. sinon, le corps, oui, était quand même assez gros. Et il vous a vu? Non, non, non. D'accord. Bon, écoutez, vous avez au moins échappé peut-être à une confrontation qui aurait pu être fatale. Merci en tout cas infiniment d'avoir été la première ce soir, Louisa, à témoigner. Si vous aussi, vous faites des rencontres un peu étranges, si vous avez fait eh bien des eye contact, comme disent la jeunesse maintenant, avec quelques créatures que l'on n'a pas l'habitude de voir, n'hésitez pas à nous en faire part. rédaction@btlv.fr ou alors 01 86 22 21 20. Je voudrais revenir sur quelqu'un qui dit pourquoi, c'est Mike qui dit Angel /57, je crois, pourquoi rien ne sort sur 3i Atlas. Alors, j'en ai marre, hein, parce qu'en fait, j'écris presque tous les jours un article sur 3i Atlas. Il y a des informations incroyables qui sortent. Je les relais en permanence sur btlv.fr. Alors, prenez un peu le temps d'aller lire ce qui se passe sur btlv.fr parce qu'il y a des articles qui sont à votre disposition qui sont totalement gratuits et il y a des tonnes d'informations sur 3i Atlas. Et vraiment, j'ai encore fait une info du jour il y a hier, je crois, et qui a cartonné sur le fait que cette comète accélère d'une façon qui n'est pas normale, étrange, selon certains, je le rappelle, selon d'autres, c'est tout à fait normal. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui fait parler. Allez le regarder, allez le voir sur btlv.fr.
OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Et c'est ici que ça se passe le mercredi en direct avec Jocelyn F. Keller. Nous sommes là que pour une chose, vous écoutez. Et dans un instant, nous continuerons à parler de phénomènes étranges avec justement Arnaud qui lui a vu et a observé un étrange ovni avec sa famille. Avant cela, l'étrange, vous le savez, ça nous passionne et à tel point que c'est la 11e édition des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Regardez, bande-annonce, c'est dans quelques mois, mais on peut déjà s'y préparer. Le samedi 6 décembre. Alors, c'est pas ça du tout, ça va être ça, ce sera mieux. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI, des affaires étrangères. Bragi Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Spalchiero, les grands mystiques du monde. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Voilà, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué reviennent, ce sera au mois d'avril, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. J'ai déjà vu que des places s'arrachaient, donc profitez-en pour venir sur la scène du Forum 104 avec nous pour découvrir tous ces spécialistes du mystère et de l'inexpliqué. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Alors j'ai oublié de vous dire en début d'émission que nous allons inaugurer une nouvelle chronique à la fin de celle-ci avec Pascal Fechner qui va revenir et nous reviendrons avec lui une fois par mois ou une fois tous les 15 jours selon l'actualité et selon le temps qu'il peut y consacrer sur des grands cas ufologiques avec les questions qu'on aurait dû se poser, qu'on ne s'est pas posées et bien sûr les questions qui nous permettent peut-être d'avancer sur ces cas. Premier cas que nous allons évoquer ce soir, on va faire un retour sur Valençol puisque notre ami Dominique Filiol qui est un ami de BTLV, a fait un superbe film de fiction sur des faits réels, tirés de faits réels l'été dernier. Eh bien, on va revenir sur Valençol avec Pascal Fechner tout à l'heure. Mon Jocelyn, on va accueillir comme il se doit, eh bien Arnaud qui est avec nous. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Bonsoir. Arnaud. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oui, très très bien. Alors racontez-moi ce qui vous est arrivé en juillet 1975. Bah écoutez, déjà c'était une frustration parce que ça fait des années que je peux pas trop en parler parce que bon, quand on parle des sujets ovnis, c'est toujours un problème. Oui. J'avais 10 ans, donc en 1975. Je m'en souviens bien, c'était l'année de divorce de mes parents. C'était entre juin ou septembre, en tout cas un jour d'école. On était en train de manger avec ma maman et ma sœur. On habitait Tourcoing, tout près de la région, enfin la frontière belge. Et entre 19h, 19h15, donc à l'heure du dîner, on était dans la cuisine et j'ai vu par la fenêtre un engin sphérique qui, à mon avis, était énorme parce que, allez, 400-500 mètres d'altitude. Donc, stupeur, on était sidérés de cette vision. Donc, ma sœur, ma mère et moi, on est descendus 4 à 4 l'escalier en colimaçon pour accéder au jardin. On a levé les yeux et on a vu une vision de cette sphère métallique qui tournait sur elle-même avec, on va dire, une dizaine de hublots rectangulaires. Donc, une espèce de petit bruit. Juste pour imager ce que parce que vous nous avez donné une image via IA qui va nous permettre un peu de bien imager ce que vous avez vu. C'est bien ça, en tout cas, ce que vous avez vu par la fenêtre, c'est ça? Carrément. Okay. Ah, bien sûr, on n'avait pas d'appareil photo, mais c'est vraiment ce que j'ai fait traduire par l'IA, quoi. C'était vraiment ma vision, quoi. D'accord. Et ça faisait du bruit, pas de bruit Alors, dites-moi. On peut imaginer le bruit
voyez, vous mettez un aspirateur en route, vous le mettez au volume 2, quoi. Ça faisait D'accord. une espèce de sifflement, non assourdissant, bien sûr immobile, enfin immobile, ça tournait légèrement sur elle-même. Ouais. On a levé les yeux, bon, sidéré, hein. Vous n'entendez plus de bruit, c'est étonnant parce que c'était un peu crépuscule, les oiseaux s'étaient tus. C'était très étrange, Ah. l'atmosphère était complètement dingue. Ouais. Hmm. Alors ça, comme d'habitude, Alors, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est-à-dire que l'absence de bruit, c'est-à-dire que tout devient ouaté. ouais. Et alors, parce que là, quand on voit la sphère, quand même, là, elle est assez balèze dans l'encadrement de la fenêtre, mais est-ce que vous aviez la sensation qu'elle était volumineuse? Oui, alors en taille apparente, c'est comme si je tenais un ballon de football au bout du bras quand j'étais dans le jardin, au-dessus de moi, quoi. Vous voyez? D'accord. Donc, Ok. Ouais, c'est c'était quand parlant. même, Hmm. c'était très, très important. Et ce qui m'avait surpris, parce que vous êtes sidéré, mais vous regardez, vous ne manquez aucune seconde de cette vision, c'est que l'engin était fait d'un monobloc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jointure, quoi. C'était une sphère métal, mais on avait l'impression de quelque chose de lisse, sans aucune aspérité, quoi. Alors c'est assez marrant ce que vous dites parce que dans quelques jours, je vais recevoir Daniel Robin et Sarah Wittenheim pour un bouquin sur les ovnis et lorsqu'ils sont allés enquêter, ils se sont aperçus que tous les témoignages mentionnaient justement des objets où on voyait pas de rivets, on voyait pas comme si c'était fait d'un monobloc, comme si il y avait pas de Oui. soudure, etc. Donc c'est un peu ça que vous avez vu C'est vous aussi. fréquent. Ouais. Oui, il y a juste un correctif par rapport à l'IOS, c'est ils m'ont mis des Ouais. fenêtres avec une espèce de jointure. Là, mais il y avait ce système de hublot rectangulaire, ça je peux confirmer. Et ce qui est très étonnant, c'est que nos souvenirs sont restés figés. J'ai encore vu ma maman il y a 3 jours qui m'a fait le même dessin. Ouais. Ma sœur, on avait 10 et 7 ans, hein, donc vous imaginez que 50 ans après, c'est encore figé dans ma tête. D'accord. Et est-ce Et que vos parents ont eu une réaction particulière face à ça? alors, ma mère, elle était estomaquée, hein, sidérée, comme je vous dis. On a levé le ciel, on était prostrés. Et ce qu'il y a, c'est que mon père, qui était kiné à domicile, mais qui avait un cabinet chez moi, mais il était chez une cliente, donc avec il était dans un étage d'une résidence pas très loin, est revenu 4 à 4 en disant, les enfants, j'ai vu un truc incroyable. Mhm. Le lendemain, à l'école, donc je ne sais plus exactement le jour, mais c'était le sujet de discussion dans les cours de récréation. Ah oui, quand Même même. une prof l'avait vu. Ah oui, Ah, oui, Ah oui, oui. ça... ah ouais, La c'est ça prof, qui est la ah oui. intéressant. prof, Ah oui, ah oui, oui, ouais, bah oui. l'institutrice a redirigé le cours sur 30 minutes de discussion avec les enfants. Ah Ah ouais, non, 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 on était. d'accord. Et je vous dis, ça a orienté un peu ma vision de la vie depuis toutes ces années parce que Est-ce que vous pouvez nous c'est. rappeler le lieu exact où l'observation a eu Alors, lieu? Ouais. Alors moi j'habite à Tourcoing, hein, c'est Pourquoi? la région de l'île D'accord. Roubaix-Tourcoing, Ouais. 1975, hein, juin-septembre. Et si vous voulez, Tourcoing se trouve à 4 kilomètres de la frontière belge. Ouais. Il y a eu une espèce de pseudo-enquête où ils auraient vu l'engin au-dessus de la Belgique aussi. Bon, et puis nous on avait regardé un petit peu. Il y avait des gens qui ont été au commissariat le lendemain. Enfin, il y avait vraiment. Ils ont considéré qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient vu ça à Tourcoing, quoi. Mais ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous n'êtes pas le seul témoin Ouais, ouais. avec vos Bah, parents. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien. ça veut dire que, ouais, alors moi j'ai pas eu le temps de regarder les archives, mais en regardant dans les archives UFO, on doit vraiment trouver une info là-dessus. Ouais. On doit trouver des infos parce que s'il y a eu des dizaines, voire des centaines de témoins, dont certains ont témoigné auprès de la police, la presse a dû être au courant, la presse locale, donc il y a dû y avoir des articles de presse. Je vais vérifier quand Ouais, même cette histoire. on avait regardé. Je vais voir si je trouve des choses. Vous avez fait des recherches, vous, de votre côté ou pas? Ben, on avait regardé les journaux suivants, donc je crois que c'était 2 jours après, nous ont dit qu'apparemment c'était le troisième étage d'une fusée Saturne qui s'était écrasé dans l'atmosphère. Oui, Donc alors, ça m'a bien fait rire quand même parce que Ouais. c'est pas du tout ce qu'on a Mm. vu, quoi, hein. bah, en fait, ils ont fait la même chose avec la vague belge. Hein, 90. c'est-à-dire que 90 Mm. avec cette fameuse rentrée atmosphérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'os qu'on jette aux chiens pour qu'ils puissent s'amuser.
mais c'est effectivement une rentrée atmosphérique ou ou un bout de la fusée Saturne, ça n'arrête pas devant votre fenêtre. Ce qu'on a vu. C'est très étrange. Bon, en tout cas. Voilà, mes souvenirs ne sont jamais estompés. Voilà, je voulais vous témoigner ça parce que je trouvais que c'était exceptionnel. Ouais. Voilà. Alors, c'est exceptionnel. Je suis content d'en parler. Et vous avez raison, parce qu'effectivement, ici, on peut en parler sans crainte, il n'y a aucun souci. Et d'autant que si jamais quelqu'un écoute et qu'il se souvient qu'en 1975, du côté de Tourcoing ou de la Belgique, il a vu le même phénomène, qu'il n'hésite pas à nous en faire part à rédaction@btlv.fr ou alors au 01 86 22 21 20. On aime bien recouper les témoignages afin qu'on puisse les valider. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait autant de témoins, ça atteste le fait que ce n'est pas une hallucination collective. C'est impossible qu'il y ait beaucoup de gens qui voient quelque chose de délirant. Et surtout à des endroits différents. Oui, en plus à des endroits différents, mais même s'ils avaient été tous au même endroit, voilà. Donc ça veut dire que si autant de témoins racontent qu'ils ont vu quelque chose, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Alors, après, reste à savoir. Si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est que ma maman, bon, elle a 78 ans, elle est encore bien, hein, mais je lui ai parlé de cette histoire et il y a 10 jours, elle m'a refait le dessin. Ce que vous voyez là, elle l'a retraduit sur papier. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a imprégnés, quoi. Ça vous a marqué. En tout cas, merci mille fois, Arnaud, d'avoir livré ce témoignage sur BTLV et que sur BTLV. C'est pour ça, hein, Arnaud nous disait en début de témoignage qu'il n'en avait jamais parlé parce que c'est un peu compliqué de parler du phénomène OVNI ou d'autres expériences que l'on peut vivre. Eh bien, vous pouvez le faire, hein, sans crainte depuis de nombreuses années sur BTLV. C'est la libre antenne. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Nous sommes rentrés dans le mois Black Friday et à cette occasion, voilà ce que l'on vous propose. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est l'occasion pour vous de découvrir BTLV, bien évidemment, avec des émissions hors pair sans aucune publicité et de soutenir un média que vous aimez. Donc sans vous, nous ne sommes rien, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est très très important de ne pas l'oublier. On va continuer à évoquer vos témoignages, vos expériences avec... Sylvia qui est avec nous, elle est là, Sylvia. Bonsoir Sylvia. Oui, bonsoir Jocelyn, bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir. On est ravi de vous accueillir. J'imagine que Jocelyn est heureux aussi de vous accueillir pour évoquer ce que vous avez vécu en 2013, c'est ça? Dites-moi, racontez-moi. Oui, je venais d'emménager dans cette maison avec mon fils qui avait 15 ans. J'avais un chien. Le chien aura son importance dans l'histoire. Et puis, quelques mois après cet emménagement, mon fils n'était pas à la maison. Je dormais, il devait être passé minuit, je me rappelle pas de l'heure, j'ai même pas regardé, je crois, si je me rappelle bien. J'ai été soudainement réveillée par mon chien qui dormait dans ma chambre, au pied du lit, qui aboyait, qui grognait. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre, j'allumais la lumière, elle retroussait les babines, et puis, elle sautait comme si elle voulait attraper quelque chose. Puis la porte de ma chambre était ouverte, puis elle fixait ce qui se passe au-delà de la porte. Bon, évidemment, ça m'a fait extrêmement peur. Je me suis dit, tiens, bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors après, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait un tour de l'appartement. J'ai rien trouvé de bizarre. J'ai réussi à la calmer. Je me suis dit, bon, je vais me rendormir. J'éteins la lumière. Et au moment où commence à entrer dans une sorte de demi-sommeil, j'entends comme un murmure de voix, mais je comprenais rien du tout de ce qui se disait, mais c'était tellement effrayant, comme des voix spectrales, et puis le chien a recommencé son manège. Alors, je peux vous dire, là, je me suis relevée d'un bond, j'allumais la lumière, puis je me suis dit, oh là, je vais plus dormir. Et puis, il se trouve qu'à cette époque, je connaissais une dame qui nettoyait les appartements par rapport aux énergies négatives. Puis elle est venue voir mon appartement, puis elle m'a dit, en effet, il y a quelque chose qui traîne ici. Bon, après, elle me l'a nettoyé. Et mon chien ne s'est plus jamais comporté de cette manière, quoi. Ah ouais. Mais de temps en temps, il m'arrive encore des drôles de choses dans cette maison. Enfin, dans cet appartement, je suis dans un immeuble. Là, visiblement, c'est un lien avec ces murs, hein, c'est-à-dire que c'est là où il se passe des choses. C'est étonnant parce que d'habitude, ce sont plutôt les chats qui sont enclins à feuler vers quelque chose qu'on ne voit pas. Les chiens, eux, sont souvent un peu terrorisés et n'avancent pas. Là, c'est lui qui fixe quelque chose, en fait.
Oui, puis qui vraiment, c'est comme si il l'agressait Ouais. parce qu'elle elle sautait en l'air, puis elle essayait de mordre. Donc ça me terrorisait vraiment. Après, je me suis dit, elle est pas très nette, pas chienne, mais je pense pas que c'était ça, non. Mm. Bon, mais là, Jocelyn, on a affaire à une vraie mémoire des murs, c'est-à-dire quelque chose qui a dû se passer dans cette maison et qui, de temps en temps, comme ça, ressurgit. Bah, en tout cas, ouais, alors là, je peux pas, là, avec le témoignage, on peut pas le lier au mur, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une manifestation qui est inhabituelle, ça c'est sûr. Parce qu'il y a le chien qui remarque aussi quelque chose. C'est à la fois Sylvia et le chien, donc ça, voilà, ça veut dire un phénomène assez étrange qui fait réagir, qui est invisible puisque Sylvia ne voit rien, et par contre qui est sonore. Et sonore, il y a des voix. Est-ce que Sylvia, vous aviez l'impression qu'il y avait une voix ou plusieurs? Non, il y avait plusieurs. Et puis, c'est comme si ça venait assez éloigné de ma chambre, puis ça se rapprochait. Puis c'est ce qui m'a effrayée, parce que je me suis dit, si ça entre dans ma chambre, je pète un plomb, là. Et les Ce bruits... que je préciserais, c'est que la maison, elle est construite sur des anciennes sources. En fait, il y a des sources qui passent sous la maison. D'ailleurs, où j'habite, ça s'appelle Chemin des Sources. Alors, moi, est-ce que c'est... Ah ouais, alors, si on cherche une explication rationnelle, on peut, hein. Est-ce que, je sais pas, un bruit d'eau pourrait créer cette impression? Parce que souvent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes au bord d'une source, vous fermez les yeux, vous écoutez, oui. Le bruit de l'eau qui coule, parfois, ou dans un tuyau, le bruit de l'eau qui coule dans un tuyau, quand l'écoulement est un peu irrégulier, ça peut faire penser à un brouhaha de voix. Ouais. Moi, non, c'était vraiment des voix, c'était confondre, distinct, il y avait des mots, mais je comprenais pas le sens des mots. C'est une langue que je connaissais pas. Le seul truc qu'on peut pas, même s'il y a c'est vrai que tu as tout à fait raison, Jocelyn, sur les tuyaux, il y a des bruits étranges quand l'eau coule dans les tuyaux. Il y a des bruits étranges qui... C'est ça, c'est la réaction du chien surtout qui est étonnante. Oui, par contre, le chien, normalement, ne devrait pas réagir à ça. Ouais. C'est vrai. C'est ça non. Non. Puis que je sache, il s'est jamais rien passé. Ben voilà, quoi. Donc c'est une expérience. Bon. Mais puis en plus, il y a quand même cette dame qui est venue nettoyer en disant qu'il y avait des énergies assez négatives. Et quand vous dites qu'il il se passe des choses et que depuis il y a aussi d'autres choses, c'est quel type de manifestation, Sylvia? Dernièrement. J'avais déjà témoigné une fois par rapport à mes expériences, puis j'avais raconté qu'il y avait je dis toujours des choses, parce que je sais pas comment exprimer, qui se couchaient à côté de moi dans le lit, puis ça avait cessé depuis pas mal d'années, puis depuis, je dirais, quelques mois, ça recommence. C'est comme si, je sens des pressions sur le lit, sur mon oreiller, puis quand j'allume, le chien, il est mort entre-temps, mais j'ai un chat. Mais c'est pas le chat qui se promène sur mon lit, non, il y a personne, quoi. Et dites-moi, vous n'avez jamais la sensation que vous êtes touché, qu'on essaie que quelque chose vous touche, quoi, ou qu'on en veut votre intégrité? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas chez moi. Alors c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est la mémoire des murs ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui me poursuit? C'était dans un hôtel, oui. Là, j'avais été réveillée au milieu de la nuit. Alors, je passerai les détails parce que je sais que YouTube n'aime pas trop qu'on raconte des choses qui concernent l'intégrité, on va dire, sexuelle, mais j'ai été agressée au milieu de la nuit, ouais. Alors, ça me rappelle un film qui s'appelle L'Emprise, qui est un film que je vous invite à regarder, qui est tiré d'un fait divers américain. Alors attention, Hollywood s'en est emparé, c'est devenu quelque chose de grandiloquent, mais effectivement, les incubes, les succubes, ce sont des choses qui existent, ce sont des gens qui se disent agressés sexuellement par des entités invisibles. Donc, est-ce que vous avez eu la sensation, vous, d'être tombé, d'être face à face avec ce type d'entité? Alors, je dirais en dormant, oui, mais quand je me réveille, il n'y a rien.
D'accord. Okay. C'est dans mes rêves. Alors c'est très compliqué. Est-ce que je rêve? Est-ce que je fais un cauchemar? Est-ce qu'il se passe réellement quelque chose? Non, mais Voilà. en fait, c'est comme tous les hommes, le matin, ils sont partis. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça que qu'ils soient des hommes de l'au-delà ou des entités d'ailleurs, voilà, la règle est toujours la même. En tout cas, Sylvia, est-ce que vous vivez bien quand même cette situation aujourd'hui? Oui, parce que je sens quand même que il y a pas de, je me sens pas menacée. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Bon. Alors des fois, je suis un peu inquiète parce que j'ai des l'essentiel. drôles de bruit, puis je vois que le chat, il a un comportement un peu bizarre. Je dirais que ça touche aussi mon petit-fils qui a 2 ans et demi, qui des fois fixe bizarrement un endroit quand je le garde, puis qu'il est seul avec moi. Puis quand je lui demande, je lui dis, mais tu regardes quoi? Puis il me dit, il y a la dame. Du coup, ça me rassure pas plus, hein. Ouais. Alors voilà quoi, je me dis à 2 ans et demi. Mais c'est vrai que ça les peut être enfants, l'imagination. c'est vrai que les enfants, alors l'imagination, oui, mais c'est vrai qu'il est reconnu que les enfants, et d'ailleurs, c'est pas, il n'y a pas que votre petit-fille ou votre petite-fille, hein, parce que il y a beaucoup d'enfants qui regardent en l'air et qui voient, qui sourient ou qui voient des choses. Et c'est vrai qu'on dit que jusqu'à 7 ans, les enfants ont un feeling que les adultes n'ont plus. Donc, bon, l'important, en tous les cas, c'est que vous n'ayez plus peur et que vous viviez correctement cette expérience et ces manifestations qui sont chez vous. Ça, c'est le plus important. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Mais de rien. Sylvia, on vous embrasse très très fort. Surtout, vous ne changez rien, vous restez avec nous, d'autant que sur BTLV, il se passe toujours quelque chose et qu'on a mis en place depuis quelques mois maintenant, pour que vous puissiez découvrir BTLV et toutes les émissions que nous faisons en dehors, bien sûr, des lives. Labo YouTube, voilà, 4 émissions qui sont postées chaque semaine le lundi, sans aucune publicité. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous fustiger en disant « Ouais, mais les lives, il y a plein de pubs. » Abonnez-vous, vous n'en aurez pas. Voilà, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien faire tourner la boutique. Donc si vous nous soutenez en vous abonnant à la chaîne YouTube BTLV, vous aurez 4 nouvelles émissions par semaine, comme celle-ci, à la découverte d'une médium hors du commun, Céline Franou et Jean-Marc Bernade. Le 6e sens, Esteban Frédéric, un jeune médium incroyable. Jean-Jacques Charbonnier et Florence Hubert étaient venus également sur BTLV quand l'invisible frappe à la porte. Et puis un Templier m'a dit, c'était avec Patricia Daré. Donc ces émissions, vous les retrouvez sur BTLV, sur la chaîne YouTube BTLV. Et puis si vous voulez en plus vous abonner à btlv.fr, toutes ces émissions, elles y sont. Hein. On a mis en anglais d'ailleurs, parce que vous êtes aussi nombreux à me dire, mais où se trouvent les émissions de YouTube? On a mis en place, regardez bien, c'est important, vous qui êtes abonné à btlv.fr, cet onglet sur la homepage du site. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez, en tant qu'abonné btlv.fr, eh bien accès à toutes les émissions de YouTube sans aucune publicité. Donc profitez-en, voilà, le message est passé, en tout cas, je l'espère. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Ah oui, alors attention, je l'ai coupé à la hache, celui-ci. Mais en tout cas, c'est ici que ça se passe. Et des émissions, bien sûr, et beaucoup d'événements. La preuve, regardez ce qui vous attend au mois de décembre. Le samedi 6 décembre, au Forum 104, préparez-vous à vivre une journée spéciale Sonofréquence, aux côtés de Françoise Nallet, experte en mémoire cellulaire. Grâce à ses vibras méditations et au travers de ces messages reçus spécialement pour vous en canalisation directe, vous serez guidé pour agir sur vos blocages conscients et inconscients et vous libérer en profondeur. Vivez une expérience vibratoire et initiatique unique au service de votre bien-être. Sonofréquence, une invitation à un voyage intérieur, une porte ouverte vers des dimensions invisibles de vous-même, où résident vos forces et vos blessures. Un moment sacré et une reconnexion vibratoire avec votre essence profonde. Alors si vous souhaitez entamer un chemin vers une transformation intérieure profonde, rendez-vous le samedi 6 décembre au Forum 104. Place limitée. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. C'est ce que nous vous proposons depuis maintenant 14 ans, donc voilà, vous pouvez bien sûr réserver votre place immédiatement. J'ai manqué à tous mes devoirs, hein. J'ai oublié quand même de saluer tous ceux qui sont là dans cette libre antenne sur les réseaux sociaux et je m'en veux éhontément. Il y a Stéphane, il y a Ludwig, il y a Monde Miroir, il y a John Braguette, j'aime beaucoup ce surnom. Coco, il y a Emma,
Ena G, pardon, Jessica Lorenzi, Wolf Hart, Rico de Loup de douche, etc. Ou rideau de douche, voilà, rideau de douche. Vous êtes nombreux et nombreuses, participez bien sûr à BTLV en faisant connaître cette chaîne que vous aimez tant et à laquelle vous répondez présent lors des lives. On continue à parler de ces messages, bien sûr, de ces que vous recevez, de ces objets que vous voyez, de ces expériences paranormales que vous vivez, avec Nader qui est avec nous. Bonsoir Nader. Nader, est-ce que vous êtes là? Nader, est-ce qu'il est là, Nader? Allô, Nader, est-ce que vous êtes là? Nader moi, oui. Je suis pas Nader. Hein. Ah bah écoutez, j'avais Nader. Alain. Ah bon, bah écoutez, alors on a Alain, mais j'avais Nader qui était avant vous. C'est pour ça que je répondais pas parce que... Voilà. Bah, bon, écoutez, en tout cas, voilà. Alain, on est ravis. Voilà, on va parler avec Alain et on aura peut-être Nader tout à l'heure. Vous avez fait un rêve étrange, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-moi. Je rêvais que je trouvais un livre qui était par terre et puis qu'il y avait des petites flammes qui écrivaient un texte dessus. Et puis après, je voyais un homme qui apparaissait tout en noir et puis qui me disait qu'il s'appelait Cornelius et puis il voulait prendre le livre et puis moi, j'ai pas voulu lui donner. Je lui disais que les Templiers ne laisseraient pas faire. Et puis après, il a porté sa main vers un œil et puis je me suis aperçu qu'il y avait un de ses œils qui n'était pas pareil que l'autre. Et en fait, c'était comme si c'était peint sur une petite porte. Il a ouvert cette petite porte et c'était un trou noir qui apparaissait. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que c'était un passage, vous voyez. Donc, en fait, après, j'ai acheté un livre plusieurs jours après, qui était sur la Bretagne sacrée de Gwendolen de Squezec, qui était un grand druide. Je vous entends. Ah, vous avez perdu? On vous a perdu? Oui. Alors, vous êtes là? Non, alors... attendez. Ouais. Attendez, oui, j'arrive parce que je voulais reprendre où j'en étais là. Alors donc je trouve un livre sur la Bretagne, Gwendolen de Squezec, un druide, et il parle d'un sorcier qui s'appelait Cornelius d'Agrippa, parce que j'avais oublié de dire que quand le gars il est apparu, il a dit qu'il s'appelait Cornelius. Il était habillé tout en noir avec une tenue assez ample, voyez-vous. Et donc après j'ai compris qui c'était, voilà. Et donc je me suis rendu compte parce que comme j'ai fait des voyages astro, j'avais l'impression des fois que je rentrais par un œil et que je sortais par un œil qui était un peu plus grand, vous voyez. Donc en fait, ça me semblait un passage. J'ai l'impression qu'on pouvait accéder à des mondes différents, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Dans l'un, mon corps astral, par exemple, montait, j'ai l'impression de grandir. Dans l'autre, il y avait un endroit où il était trop grand pour rentrer. Et alors, je descendais dans un autre truc, et après, je remontais pour rentrer dans mon corps. Vous voyez, deux directions différentes, vous voyez, en fait. Et alors, donc, Oui. Non, je comprends. C'est un peu. Je sais pas si j'essaie de comprendre un peu l'histoire. C'est un peu confus. Alors moi, je résume ce que j'ai compris. Je vais résumer ce que j'ai compris. Alain a. Alors ça, s'est passé il y a longtemps. Alain a fait un rêve, et c'est dans ce rêve vous avez vu ou trouvé un livre, c'est ça? Oui. Et après vous avez aperçu cet homme en noir qui s'appelait Cornelius. Oui. Et qui voulait me le prendre. Voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, les Templiers ne vous laisseront pas faire. Oui. D'accord, ça c'est dans le rêve, hein. On est d'accord, c'est dans le rêve. Ok, d'accord. Et quelques jours plus tard, vous allez acheter un ouvrage sur la Bretagne. Alors j'ai oublié le nom du. C'est Bretagne Terre Sacrée. Bretagne Terre Sacrée de quelqu'un qui est druide, c'est ça? Gwendolen de Squezec, c'était le grand druide en Bretagne à l'époque là. Et là, dans le livre, vous tombez sur une photo, plutôt une gravure, j'imagine, ou quelque chose comme ça? Non, c'était dans le texte. Il parlait d'un sorcier qui s'appelait Cornelius d'Agrippa. D'accord, mais il y avait juste le texte, mais il n'y avait pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. D'accord, ok. D'accord. Moi, je connaissais pas l'histoire, j'ai juste regardé en 15 secondes, là. Il y a un Cornelius Agrippa qui a existé en vrai, hein. Oui. Alors juste pour ceux qui connaissent pas, moi j'avoue que je le connaissais pas très bien. C'est un savant ésotériste du, on va dire, début du XVIe siècle. Enfin, il est mort au début du XVIe siècle et il défendait une conception sceptique de la magie dite naturelle. Alors je rentrerai pas dans le détail parce que j'avoue que je suis pas un spécialiste de ça. Mais bon, le personnage a réellement existé. En tout cas, le nom existe. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait, enfin, je sais pas, quelle est votre impression, enfin, votre sensation quand vous avez découvert justement le nom du personnage dans le livre? Eh bien, je me suis dit, j'ai l'impression que c'était un message, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'était encore plus étrange parce que
quand j'étais sur le perron de la maison de mes parents à Nantes, une corneille est venue se poser sur mon épaule gauche. Ah oui, ça arrive pas tous les jours. Et quand on n'est pas très rassuré, parce que le bec de l'oiseau est gros, à 4 cm de votre œil, vous voyez. Et les cerfs, elles sont vraiment plantées. On le sentait. Alors, j'ai l'impression, est-ce que vous voulez me faire comprendre quelque chose, mais je crois que c'est tellement fort que ça vous saisit. Hein. Ouais. Ça, donc, comme un message. Après, j'ai lu un livre de Pline qui avait écrit que celui qui croisait de Chamonix une corneille resterait toujours seul, et malheureusement, c'est hélas mon cas. Ouais. En français, Cornelius Agrippa, son nom c'est Henri Corneille. Agrippa. Oui, en plus, voilà, il est traduit en Corneille. Hein. Ouais. Bon, il y a des synchronicités ou je sais pas, des coïncidences assez étonnantes. Oui, des fois on a des messages comme ça dans les trucs que des fois on peut corroborer, parce que des fois des informations on les avait pas, puis en fait on s'aperçoit que l'information est vraie. Vous voyez. Et cette histoire, elle s'est passée il y a longtemps. Hein. En 83, non. Je croyais que c'était plus vieux, mais non, finalement, j'ai retrouvé mes notes. Ça fait et heureusement que j'avais noté ça, parce que vous savez, des fois, on se souvient de quelque chose, mais des fois, quand on regarde les notes, non, c'était pas la même chose qu'on avait écrit, vous voyez. Hein. Est-ce que un triangle lumineux, juste une question, parce que là, quand même, visiblement, vous vivez de nombreuses expériences entre les voyages astraux, vos rêves étranges. C'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps, Alain? Depuis que je suis enfant, parce que des rêves comme ça, j'en ai des centaines. Vous voyez, je pourrais vous raconter des choses, mais alors là, je pourrais raconter des choses, mais c'est un petit truc très court, par exemple. Je fais un petit rêve, un petit personnage comme un nain qui vient me voir, il me dit que j'ai vécu des choses extraordinaires. Je lui dis alors oui, l'homme qui s'est transformé en loup. Il a un bâton avec une pierre au bout, il croit qu'il voulait la rendre lumineuse, mais ça n'a pas marché. Alors je prends un bout de bois et j'allume une extrémité avec mon briquet. Vous voyez, c'est le genre de rêve que je fais, et j'en ai fait des centaines comme ça. Bon. Après, des rêves étranges, on en fait tous, hein, mais voilà. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des répercussions dans la vie réelle de votre rêve, avec ce personnage de Cornelius Agrippa. Et c'est surtout cette corneille, parce qu'une corneille qui est sur votre épaule, ça... Ah oui, c'est sûr. C'est pas vu ça souvent, c'est gros, hein, on s'imagine pas la taille que ça fait. Il y a un côté symbolique, là, quelque chose. Et est-ce que... Alain, est-ce qu'il vous arrive de vérifier ce que vous vivez dans le rêve, dans votre quotidien? Est-ce que vous faites le rapport, le lien? Oui. J'ai vérifié des tas de choses. J'ai des fois des confirmations. D'accord. Vous savez, ça a été avec tout. Et vous les notez, vos rêves? Oui, heureusement, parce que je vous disais tout à l'heure, on croit se souvenir de quelque chose. Par exemple, je me souvenais que j'ai vu un ovni en triangle, comme ça, 3 trucs de minute. Mais quand j'ai regardé mes notes, c'était pas un triangle, c'était en losange, vous voyez. Ouais. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est les choses? Il faut tout noter parce que finalement, on oublie ou le cerveau transforme. Je sais qu'il efface des souvenirs pour les remplacer, mais il faut vraiment noter parce que sinon, ce qu'on croit souvenir, c'est pas toujours vrai. C'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter, Alain. Effectivement, c'est noter vos rêves, vous qui nous regardez, parce que c'est hyper important de tout noter, parce que c'est par là qu'on arrive peut-être à avoir des explications. Vous savez que l'explication des rêves, je crois que jusqu'en 1900, fin 70-80, était interdite. Hein. On n'avait pas le droit de travailler sur les rêves. Et aujourd'hui, on arrive à essayer à avoir des explications sur ce que les rêves veulent dire. En tout cas, merci infiniment, Alain, d'être venu. Oui, mais attendez, avant, des fois, je croyais que c'était des rêves. C'était des rêves, mais des fois, c'était des voyages astro. Je ne savais pas. Donc je mélangeais tout, les rêves éveillés, les rêves, les voyages astro. Donc en fait, vous voyez, je ne voyais pas la différence. Je ne savais pas ça, j'étais pas au compte. Écoutez, en tout cas, nous on peut pas savoir ce que vous avez vécu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez bien fait de venir nous les raconter ici. Merci Alain d'avoir été là ce soir. Dans un instant, c'est Nader qu'on va récupérer. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que nous avons lancé il y a une dizaine de jours, c'était en live, un mardi soir, Radio Médium, une émission assez incroyable avec Candice. Alors, Candice a été un peu stressée. Il y a eu 5 canalisations qui n'ont pas véritablement marché. En revanche, il y en a une qui a été incroyable et qui, pour moi, comme d'habitude, c'est l'exception qui confirme la règle, confirme cette faculté parce que au premier mot de la personne qu'elle avait en ligne, elle a donné le prénom et le surnom de la personne, de la femme du témoin.
qui avait appelé et qui était décédé. Donc ça m'a scotché. Et alors, Candice a parlé à ce monsieur d'un collier de perles. Elle dit, je le vois, un collier de perles, etc. Et sur l'instant, il voyait rien. Il m'a écrit cette semaine un mail en disant, j'ai été con, le lendemain, j'ai regardé des photos, elle avait un superbe collier de perles. Donc, vous voyez, ce sont des moments comme ça qui sont sacrés. Et on refera une émission avec Candice ou d'autres médiums, mais dans tous les cas, on avait ouvert ce soir-là une loterie. Vous pouvez gagner une séance de médiumnité pendant l'émission d'une valeur de 120 €, parce que les médiums se font payer, c'est normal, c'est leur travail, c'est le temps qu'ils vous accordent. Si vous voulez participer, Valentin à Paris va mettre le lien, comme ça vous pourrez effectivement, bien sûr, peut-être tenter votre chance. Nader va être avec nous, et il est là d'ailleurs, Nader. Bonsoir Nader. Bonsoir Nader, est-ce que Nader est là? Décidément, on n'a pas de chance ce soir. Est-ce que Nader est là? On m'a dit qu'il était là. Nader, on me dit que Nader n'est pas là. Dans l'audio call 1, ben, je veux bien, mais on me dit ça. Nader, est-ce que vous êtes là? Mais dans l'audio call 1, il n'y a pas. Non, il y a Hervé. Alors maintenant, c'est Hervé. C'est-à-dire que c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on saute. Hervé, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, ben écoutez, ce soir, c'est quand même incroyable. Bonsoir, je vous voilà. porte chance. Voilà. Hervé, la semaine dernière, vous étiez en vacances, visiblement, et il s'est passé quelque chose. Ouais, voilà, je vous ai envoyé 2 ou 3 vidéos. Et donc, j'étais en vacances, je sais pas si tu connais Gérone, en Espagne, en Catalogne. Oui, alors c'est marrant parce que j'y suis allé cet été, j'étais à Bégur et je suis allé à Gérone, qui est une très jolie ville. Enfin, l'hypercentre est assez joli. Ouais, c'est une vieille. Ouais, c'est moyenâgeux, c'est assez joli. Et du coup, j'étais sur un terrain, tu sais, je fais un peu de vine life. Et attendez, c'est quoi la vine life là? C'est quoi? Eh ben, c'est des gens qui partent, tu sais, avec des camions aménagés. On part en vacances, en week-end avec un véhicule, quoi. Ah d'accord, donc en fait c'est camping-car, quoi. Van life, oui. Ah, van life. Oui, des van life. Ouais, la van life. J'ai compris, voilà, j'ai compris. Ça. Okay. Oui. Je suis adepte ouais. Voilà. Et du coup, on était tout un groupe d'une dizaine, quoi, dans un camping. Enfin, pas un camping, mais c'était un terrain aménagé plus ou moins quand même. Et il était vers. Alors, ça s'est passé 2 soirs de suite, c'est ça qui est fou. 2 soirs de suite, j'ai au moins tourné une dizaine de vidéos. Et donc, c'était le jeudi et le vendredi. Et vers 19h, la nuit tombée, hein, ouais, c'était la semaine dernière, donc c'est tout récent. Et je commence à voir des petites lumières, tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis je commence à regarder, puis je voyais que je commence à avoir des lumières un peu plus grosses, après des petites, des grosses, et puis ça se déplaçait à droite, à gauche. Ça devait faire en distance, parce qu'il y avait une petite colline. La colline, elle est à peu près à 200 mètres d'altitude, donc c'était plus bas que la colline. Ouais. Donc c'était entre. Voilà. Alors, là, on vient de voir la vidéo. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'épate dans votre vidéo, c'est que l'objet, il va à droite, il va à gauche, il fait ce qu'il veut. Donc, ça peut pas être un avion qui clignote. On n'a jamais vu un avion faire ça. Mais c'est étrange, quoi. Au début, j'ai cru, quand j'ai vu la photo. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un avion parce que ça clignotait et que ça allait dans le même sens. Mais après, quand il revient en arrière, là, je change d'avis. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les mouvements sont assez étranges. Là, voilà, il change et puis il revient. C'est ça qui est fou. Et j'ai vu. Là, il se stabilise, ouais. Et c'est pas la meilleure vidéo parce que j'en ai fait au moins une dizaine de vidéos. Il y a des vidéos qui durent 3-4 minutes. Et c'est vrai que sur 3-4 minutes, on va peut-être voir sur les 4 minutes, on va peut-être voir 30 secondes d'apparition. Mais il y en a sont formidables, je vous assure. C'est incroyable. Et 2 soirs de suite, c'est ça qui est fou, quoi. On les a vus 2 soirs de suite. J'ai pas compris. Je sais pas. Il faudrait vraiment passer du temps sur les vidéos à regarder. Il y a une vidéo, celle qui fait 29 secondes. On voit une lumière qui monte, et puis elle redescend. Ne nous en parlez pas parce qu'on l'a pas la vidéo, donc ça va mettre l'eau à la bouche à tout le monde. Et en fait, on va pas pouvoir la passer. Mais déjà, celle que vous nous avez montrée, celle-ci que je repasse quand même, qui est étonnante. C'est-à-dire qu'on voit. Moi, le premier truc, je me suis dit, c'est un avion. Et puis quand j'ai vu que ça repartait à droite, ça repartait à gauche, que ça faisait de haut en bas. Là, je me suis dit, effectivement, il y a un souci. C'est autre chose, quoi. Donc là, après, qu'est-ce que c'est
Ça peut pas être une lanterne thaïlandaise parce que ça clignote, donc ça c'est sûr. Non, et puis non, ça va trop vite pour être poussé par le vent. Donc on voit qu'il y a un mouvement. Oui. Alors quel est-il ce mouvement? Ça c'est et qui le provoque, c'est autre chose. Est-ce qu'il y avait voilà, on a la sensation que c'était assez loin quand même de l'endroit où vous étiez. Non, non, en fait, non, pas trop. Parce que la colline, elle était à, je sais pas, la colline était à 300-400 mètres. Et je sais que elles font à peu près 200 mètres d'altitude. Quand moi je fais du vélo, c'est des choses que je repère. Ouais. Et donc, elle était plus basse. Et après, elle est partie. À bout d'un moment, il y avait plusieurs lumières. Et elles se suivaient d'une manière erratique. Et après, elles ont disparu. Elles ont dû passer derrière la colline. Et là, elles ont disparu. Mais ça a duré 2-3 minutes. Hein. Pas de bruit? Toujours pas? Non, aucun bruit. Et du coup, moi au départ, quand je vois une lumière, je dis je vais commencer à filmer. Et c'est après, en regardant finalement sur mon portable, mais après coup, en pleine nuit, enfin dans un endroit bien sombre, j'ai vu on voit qu'il y a plusieurs lumières en fait, que à l'œil nu je les voyais pas. On voit, il y a un moment, on en voit 3 ou 4. Moi, ce qui m'épate le plus quand même dans votre témoignage et dans la vidéo, c'est que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que même un engin piloté, alors soit c'est un drone énorme et que le mec s'amuse à faire du droite ou des drones d'observation nocturne de quelque chose. Je sais que hier soir on parlait du foot, tu vois, au-dessus du Parc des Princes, de temps en temps il y a des drones qui font des mouvements un peu erratiques comme ça, qui clignotent, exactement comme on a vu. Après, il y a peut-être dans cette zone-là quelque chose à surveiller. Alors moi je connais, il faudrait voir là, sur la colline s'il n'y a pas quelque chose d'un peu particulier. C'est étrange, quoi. Alors, c'est de la campagne. On sera en plein été, je t'aurais dit, ils surveillent s'il y a des départs d'incendie ou des choses comme ça. Là, c'était la semaine dernière, donc il n'y a plus trop d'incendies, mais c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. Et est-ce que le lendemain, vous n'avez pas croisé des gens qui ont parlé de la même chose? Si, justement, parce qu'il y avait un groupe, là, je leur ai dit, tiens, c'est marrant, moi, hier soir, j'ai filmé un truc, des lumières bizarres dans le ciel, vers 19h, 19-20h. Et il me dit, t'as vu ça où? Je dis, j'ai vu ça sur le terrain hier soir. Et il me dit, moi aussi, à un moment, j'ai vu une lumière, mais lui, il l'a vu plus tôt. 19h, 19h30, il aurait vu vers... Alors, je ne sais pas. On a quelques soucis de liaison, donc je ne sais pas si on a tout entendu. Vous me disiez, j'ai pas compris, vous étiez avec quelqu'un vers 19h30, c'est ça, qui a vu quelque chose? Ouais, voilà, lui, parce que je discutais le lendemain et je lui ai dit, le soir, j'ai vu des lumières dans le ciel, je sais pas c'est quoi, mais j'ai filmé et je lui ai fait voir mes vidéos. Et il me dit, lui, il a vu quelque chose, mais pas à la même heure. Lui, il l'a vu 1 heure avant moi, à peu près. D'accord. Lui, il a vu un truc et pas dans le même sens. Alors, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y avait plusieurs lumières, il n'y avait pas qu'une. Hein. Franchement, il y avait, tu sais, ça faisait comme des trucs de Noël qui scintillent, tu sais, on voit très peu, tu vois. Il y en avait plein, à un moment, il y en avait plein, ça grésillait de partout. D'accord. C'est ça qui est marrant, quoi. Étrange. Alors, c'est important. Là, encore une fois, je sais qu'on est écouté un peu partout dans le monde, grâce à Internet. Si vous étiez du côté de Gérone la semaine dernière et que vous aussi, vous avez vu ce type de phénomène, n'hésitez pas à nous en faire part. rédaction@btlv.fr ou 01 86 22 21 20. C'est très important parce que là, effectivement, on a une jolie vidéo avec des points qui font... on a presque la sensation que ce sont des points qui s'allument de droite à gauche, mais on voit bien quand même que l'objet... Voilà, que l'objet, comme si... Il y a une trajectoire. Il y a une trajectoire. Donc bon, en tout cas, merci beaucoup Alain. C'était un super témoignage et merci de nous avoir donné cette vidéo parce qu'effectivement, ça pose question et on ne sait toujours pas ce que c'est. Merci d'être avec nous. Surtout, vous ne changez rien. C'est la libre antenne BTLV, c'est les mercredis. Tous les mercredis à partir de 19h. Et nouveauté ce soir, avant la fin de l'émission, nous reviendrons sur un gros cas ufologique avec Pascal Fechner, avec toutes les questions qu'on aurait dû se poser, les questions qu'on n'a peut-être pas posées et les questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu. Voilà, vous restez donc ici, d'autant qu'on va avoir Nader. Enfin, peut-être Nader dans quelques instants. Avant cela, regardez, vous avez un rendez-vous, il ne faut pas le louper.
Le mardi 27 janvier 2026, au Forum 104 à Paris, préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, spéciale médiumnité et astrologie. Henri Vigneault, médium hors du commun, canalisera pour vous, en direct et sans filet, des messages de vos chers disparus. Valérie Tenza-Darmondi, astrologue chevronnée, vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire pour 2026. Elle canalisera également des informations sur votre chemin de vie. Rendez-vous le 27 janvier 2026 pour vivre une soirée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. Voilà une jolie soirée en perspective, soirée astrologie et médiumnité avec deux grandes personnalités, Henri Vigneault et Valérie Tenza-Darmondi. D'ailleurs, je recevrai pour un live Valérie Tenza-Darmondi. Pour un live, ce sera un live qui sera diffusé en décembre ou en janvier, je ne sais plus quand est-ce qu'on a programmé ce live, mais sur ce qui va se passer en 2026. Elle est astrologue et je veux dire, elle est assez bluffante. Eh bien, elle sera avec nous pour nous donner les grandes tendances, on le fait tous les ans, hein, de l'année à venir. Nader est avec nous. Il est là, Nader, et il est ici. Bonsoir, Nader. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très loin, très loin. Donc, là, vous m'entendez? Ah oui. Très loin. Donc, je vais demander peut-être à Valentin de monter un peu le son, parce que là, pour le coup, on vous entend très mal, Nader. Soit c'est votre micro sur votre ordinateur qui est pas assez monté, mais En fait, non, j'ai une connexion max. Normalement, ça devrait marcher. Je comprends pas. d'accord. Mais on vous entend. On vous entend déjà mieux là. On vous entend mieux. Je vais demander peut-être à Valentin, si tu m'entends, d'essayer de monter le son de Nader. Alors Nader, en 2019, vous trouviez chez vous et vous avez observé quelque chose par la fenêtre. Exactement. En fait, l'histoire, elle est un peu longue, mais je vais faire vite. Le 19 août 2019, j'ai eu deux points laser qui arrivent au-dessus des arbres et se sont séparés. Et pendant qu'il y en a une qui a pris une direction opposée à celle qui est venue vers moi, elle est descendue jusqu'au niveau d'un Vélux, donc dans les Yvelines, vers Versailles, dans une ville qui s'appelle Fontenelle-Fleury. Et ce petit point laser, il était contrôlé. Donc en fait, il a pris une position, je dis pilotée parce que c'était tout parfait. Il est descendu au niveau de... Il est comme alors, si saison, malheureusement, on ne peut pas vous garder, Nader, parce que vous avez peut-être une connexion max, mais ça n'arrive pas jusqu'à chez nous parce que ça hache. Et malheureusement, c'est dommage d'avoir J'aurais bien aimé avoir votre témoignage, mais si ça ne fonctionne pas, on va avoir quelques soucis et ceux qui nous écoutent vont être obligés de tendre l'oreille et peut-être même de décrypter. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver peut-être la semaine prochaine pour la suite de ce témoignage. On va enchaîner directement avec notre ami Pascal Fechner. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Et bien sûr, et c'est ici sur BTLV que Pascal Fechner fait son grand retour. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. Alors là, il est très fort, lui, par contre, Valentin. Tu vois, il faut que tu joues avec les boutons parce que Valentin, du coup, Pascal est très fort. Donc, on a perdu encore des tympans. Mais écoute, en tout cas, Pascal, ce soir, on va revenir peut-être sur, et comme on a décidé de le faire, et nous le ferons régulièrement, sur un gros cas ufologique. On se rappelle qu'au mois de juillet dernier, un film est sorti. Réalisé par un ami commun, c'est Dominique Filleul qui nous a offert Valençol 1965. Malheureusement, le film n'a pas eu l'écho qu'on espérait parce qu'il a été distribué dans très peu de salles, mais ça ne nous empêche pas, nous, Pascal, de revenir sur ce cas. On a décidé ensemble, quand on s'en est parlé de cette nouvelle chronique, de revenir peut-être sur les grands moments d'un cas et surtout de nous poser des questions qui n'ont pas été posées ou auxquelles on n'a peut-être pas eu de réponse. Ouais, et qui permettrait peut-être de dire définitivement ce cas a une réalité extraterrestre ou ce cas n'a pas de réalité extraterrestre. C'est un petit peu le but de l'exercice. Alors, tu veux peut-être qu'on commence, Bob? Je te laisse peut-être. Tu peux déjà peut-être reculer un peu ton micro de ta bouche parce que ça pète dans tous les sens. Et on va commencer avec peut-être la question qu'on a envie de se poser parce qu'on est en 1965. Les ovnis. Bon, je ne sais pas si on en parle beaucoup à l'époque. Je sais qu'il y a eu la vague de 1954 qui a défrayé la chronique dans les émissions de télé ou en tout cas les informations. Mais
Euh, Parmi les questions que l'on peut se poser, c'est retour sur avant les événements. Est-ce que Maurice Mas, par exemple, il avait des connaissances sur le sujet OVNI ou pas du tout? Voilà, ça c'est une vraie question que je n'ai pas souvent entendue. Quel était le niveau de connaissance et ou d'intérêt de Maurice Mas sur la question des ovnis? Ça, c'est quelque chose qu'on aborde assez peu en général lorsqu'on parle du cas de Maurice Mas. Et c'est vrai que, alors, c'est des questions, bien sûr, qui n'impliquent pas de réponse, mais c'est vrai que la question aussi, c'est quel était son état de santé physique, mentale. Est-ce qu'il avait des antécédents médicaux liés à des problèmes ou à des maladies psychiques, dépression, hallucination? On sait qu'il a fait la Première Guerre mondiale, donc syndrome lié à son passé d'ancien combattant. Avait-il des problèmes d'addiction, alcool, drogue? Prenait-il un traitement médical particulier? Avait-il vécu un petit peu avant l'événement quelque chose de particulier, ou était-il connu comme quelqu'un de farceur ou avec un tempérament propre à réaliser des blagues ou de nature mythomane? Alors bien sûr, ce sont des questions, encore une fois, qui n'impliquent pas des réponses positives. Donc, et c'est des questions qu'on aurait peut-être dû se poser, peut-être, et que personne n'a posé à l'époque. C'est ça que tu veux mettre en lumière? C'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas vu souvent exposées lorsqu'on parle de Maurice Mas. Voilà. Parce que c'est un cas qui a été reconnu comme étrange. Effectivement, on n'a aujourd'hui aucune validité de ce cas. On sait qu'il a vécu quelque chose d'assez incroyable. On sait qu'il y a eu des traces, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on ne sait pas ce que ce monsieur a vu véritablement. Et ça nous amène justement au moment de l'événement. Est-ce que il y avait des mouvements militaires dans la zone, par exemple? Parce que c'est une question qu'il faut se poser, ça, quand même. Voilà, puisque si on veut valider ou invalider la fameuse thèse de l'hélicoptère Alouette, c'est vrai que la question qu'il faudrait se poser, c'est s'il y avait des mouvements militaires particuliers dans la zone ou autour de la zone Méditerranée-Alpes. Est-ce qu'il y avait des troupes ou des contingents en mission? Et si c'était le cas, quels étaient leurs équipements, quels étaient leurs appareils? Est-ce qu'ils avaient des hélicoptères? Ou même, est-ce qu'il y avait des réunions civiles à proximité liées à l'aéronautique avec des hélicoptères? Et puis les conditions météo qu'on a relevées au moment de l'événement avaient-elles quelque chose de particulier qui pourrait expliquer la trace physique qui a été relevée dans le témoignage de Maurice. Dites-moi, mon cher Pascal Fechner, y a-t-il eu je parlais des traces physiques, mais est-ce qu'il y a eu des relevés de faits, comme on a pu le dire véritablement? Alors, c'est vrai que la rencontre, on sait qu'elle a laissé une trace physique, et c'est en ça que ce cas était aussi exceptionnel. Mais voilà, que sait-on exactement des relevés, des analyses? Est-ce qu'on a des comptes rendus de ces analyses? Et si c'est le cas, qui étaient les analystes? Est-ce qu'on peut prendre leur compte rendu au sérieux? Est-ce qu'on peut expliquer ce qui aurait pu créer ce trou? Est-ce que, par exemple, c'est une question, est-ce que la foudre aurait pu créer un trou équivalent à celui qu'on a trouvé sur le terrain de Maurice Mas? Alors, toutes ces questions, c'est marrant parce qu'elles n'ont aucune réponse finalement. C'est ça qui est troublant, c'est que les questions qu'on se pose, 70 ans après, donc voilà, c'est peut-être des questions que certains ont eu en tête, mais qu'ils n'ont pas posées. Parmi ces questions d'ailleurs, est-ce que Maurice Mas a été suivi médicalement? Est-ce que on sait que dans le film, on montre qu'il n'est pas très bien, mais est-ce qu'un toubib l'a ausculté? Voilà, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il a été checké juste au moment de l'événement? Est-ce qu'il y a eu des prises de sang? Est-ce qu'il y a eu des analyses oculaires, par exemple? Est-ce qu'il dit qu'il a pris un flash lumineux? Est-ce qu'on a à faire des analyses d'urine? Et si c'est le cas, est-ce que ces résultats sont accessibles et ont-ils relevé quelque chose d'anormal? Ça, c'est une vraie question aussi. D'autres témoins ont vu ce qu'il a vu ou ont entendu quelque chose au même moment ou pas, Pascal? Alors ça, c'est aussi une question parce qu'il faut savoir que Maurice Mas, en juillet à Valençol, on imagine que c'est pas le seul agriculteur qui travaille assez tôt le matin pour travailler ses lavandes. Donc d'autres personnes étaient-ils au travail ce jour-là à 7 heures et ont-ils vu ou entendu quelque chose au même moment? Et si c'est le cas, est-ce que leurs témoignages sont accessibles d'une façon ou d'une autre? Est-ce que pour toi, il y a eu un point complet qui a été fait à l'époque sur, c'est le premier truc qu'on se pose comme question, sur les avions qui volaient, est-ce qu'on a appelé les tours de contrôle, est-ce qu'on a appelé des troupes militaires, est-ce que tout cela, ça a été fait? Alors, ce qui a été fait, et j'ai envie de dire, surtout de la part des zététiciens, c'est qu'il y a eu des hypothèses, surtout au niveau de l'hélicoptère.
mais que on n'a pas une autorité militaire qui a dit oui, ce jour-là, un hélicoptère a décollé de tel endroit, s'est baladé à tel endroit. Voilà, ça, on n'a pas. Donc, on a aujourd'hui que des hypothèses. On sait qu'il y avait des troupes américaines, je crois, en Méditerranée à ce moment-là, mais on n'a pas de compte-rendu officiel disant oui, un hélicoptère s'est baladé à Valençol et les gars ont pris de la lavande, mais ils ont fait n'importe quoi. Ça, on n'a pas aujourd'hui. Hein. Il y a quelque chose qui est assez troublant dans ce cas quand même, Pascal, c'est que il y a tout un... On voit que Maurice Mas, il vit un événement, il rentre chez lui, il va au bar, enfin il en parle à son copain, etc. Est-ce qu'on connaît l'emploi du temps parfait de Maurice Mas? Ouais, ça c'est une vraie question aussi. Est-ce qu'on a un planning précis de l'emploi du temps de Maurice Mas, non seulement sur cette journée, mais également sur cette période? Alors on sait qu'il a quitté Valençol pour aller où? Et puis au-delà de ça, Bob, et je crois que c'est peut-être la question la plus importante à se poser, est-ce qu'on a une trace précise des personnes que Maurice Mas a rencontrées dans cette période? Et quand je dis dans cette période, c'est entre son premier témoignage à la gendarmerie et son deuxième témoignage à la gendarmerie qui ne va avoir lieu qu'en août. Alors, est-ce qu'on sait qui il a rencontré, quels ufologues il a rencontré, quelle a été la nature des échanges et surtout, est-ce qu'on lui a donné des informations, est-ce qu'on a évoqué des cas, Socorro par exemple, est-ce qu'on lui a donné des livres, des articles dont il n'avait pas connaissance? Qui aurait pu l'influencer en fait dans son récit sur le deuxième témoignage au moins? C'est une question à se poser et encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais on peut se demander si des contacts que Maurice Mas a eu sur cette période, s'il n'y a pas eu un risque d'influence ou de contamination par rapport à l'expérience qu'il a vécue. C'est une vraie question et aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse et j'ai pas vu de compte-rendu précis des gens qu'il a rencontrés à ce moment-là. Alors, on parle ce soir, et on le fera régulièrement, d'un grand cas ufologique qui est celui de Valençol. Alors, le film n'est plus sur les écrans, mais vous pouvez peut-être le guetter à sa sortie en VOD. Il faut le voir, ne serait-ce que pour le travail fourni par les acteurs que j'avais eu ici en interview, et aussi par le travail de Dominique Filiol, qui a réalisé ce film. Est-ce qu'on a proposé de l'argent à Maurice Mas pour raconter ces histoires, pour se livrer? Alors ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce qu'on a proposé... Est-ce que les journalistes ou des personnes intéressées par son histoire lui ont proposé de l'argent ou quelque avantage que ce soit d'ailleurs hein. Si c'est le cas, comment s'est-il comporté par rapport à ces sollicitations? Voilà, ça c'est... Alors, on a l'épouse de Maurice Mas qui disait s'il avait accepté tout l'argent qu'on lui avait proposé, bah, ses enfants n'auraient pas eu besoin de travailler, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de source ou en tout cas de précision sur qui lui a proposé de l'argent et pour faire quoi. Autre question qui est très importante, qui à mon sens est importante, parce que dans le film, on voit, Dominique Filleul voit un monsieur qui est perturbé, c'est-à-dire qu'il ne le serait pas, tu vois quelque chose un peu bizarre. Est-ce qu'il a été suivi par la suite mentalement? Parce qu'on ne sait pas finalement, ce monsieur, on le laisse là avec son ovni, et puis allez, roule ma poule, on continue la vie, quoi. C'est exactement ça, et c'est vrai qu'encore une fois, entre ces deux témoignages, Maurice Mas a-t-il été suivi médicalement, mais un vrai suivi médical, a-t-il été suivi aussi psychologiquement? Et si oui, est-ce qu'on a des traces d'une évolution de son état de santé psychique ou mental? Ça, encore une fois, je n'ai pas connaissance de documents retraçant cet état de fait. Et comment se sont comportés? Parce qu'il y a eu ce premier témoignage, on voit qu'il y a une effervescence, il y a les gendarmes qui viennent, etc. Mais il y en a surtout un deuxième, donc tu le disais au mois d'août. Est-ce que ça a déclenché quand même une enquête? Est-ce que les autorités se sont positionnées? Qu'est-ce que ça a fait? Voilà, c'est ça. Est-ce que ce deuxième témoignage a déclenché des mouvements en interne? Et quand je dis en interne, gendarmerie, mais surtout au niveau militaire. Et si ça a été le cas, ces enquêtes ont-elles été archivées quelque part? Et a-t-on des traces de possibles investigations menées par les militaires par rapport soit une recherche d'objets qui pourraient être tout à fait terriens ou des choses un peu plus exotiques. Dis-moi, après ce cas, Maurice Mas a-t-il montré un intérêt particulier pour les ovnis? Parce que, encore une fois, ce qui est assez troublant dans tous ces phénomènes, c'est qu'on a un témoin qui est confronté à quelque chose. Alors, on voit aux États-Unis, souvent ils deviennent ufologues, souvent ils écrivent des bouquins, etc. Là, Maurice Mas, visiblement, je sais pas, il n'a pas montré un intérêt particulier. Ouais, je crois que l'exemple américain, mais Bob, je te proposerai ce cas, bien sûr, c'est bien sûr le cas de Travis Walton, et là, il y a beaucoup à dire, ouais. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais c'est vrai que après la tempête, on va dire après le deuxième témoignage,
est-ce qu'on a une trace d'un intérêt particulier que Maurice Mas aurait pu avoir sur le phénomène OVNI? Est-ce qu'il est devenu de façon active une figure du milieu ufologique, hein, comme on a pu le voir au niveau de The Wild dans le nord de la France? Et puis surtout, a-t-on une trace sur un intérêt particulier que Maurice aurait pu tirer de cette histoire financière, médiatique? Est-ce qu'il s'est enrichi? Et puis surtout, la question c'est, y a-t-il des dépositaires qui auraient un témoignage complet de Maurice Mas et qui n'auraient pas encore délivré toutes leurs informations? Bon, il n'a pas été véritablement entaché par cette histoire, Maurice Mas, en dehors de la période estivale, là. Après, on l'a pas vu gourou, on l'a pas vu chef de bande, il a pas monté, il est pas allé. Valençol, c'est un champ de lavande magnifique sur des hectares. On y était allé avec Jocelyn pour faire le documentaire d'ailleurs sur Valençol. C'était un joli endroit, mais il aurait pu monter une cabane et des tentes et puis se faire gourou. C'est pas le cas. Voilà, on a l'exemple du Mont d'Arôme, hein, qui n'est pas très loin de Valençol, hein, au final. Mais effectivement, la question à se poser, et là on a la réponse par contre, c'est voilà, est-ce qu'il a déclenché un comportement de type chef de secte? Est-ce qu'il a développé une spiritualité exacerbée, ou est-ce qu'il a commencé à tenir des propos à valeur spirituelle, ou a-t-il même tout simplement changé son style de vie, voire abandonné son style de vie pour autre chose? Et puis est-ce qu'il a eu des comportements déplacés ou outranciers qu'on a pu connaître dans certains acteurs ufologiques? Est-ce qu'on a eu vent d'un contact peut-être secret militaire avec des autorités qui auraient voulu être informés de ce qu'il a vu? Est-ce qu'il y a eu un rapprochement, et peut-être pas des hommes en noir, mais des gens qui sont allés le voir en disant racontez-nous vraiment ce qui s'est passé, ce que vous avez vu? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, en tout cas, pour ma part, et encore une fois, je suis loin de tout savoir, hein, mais je n'ai pas entendu parler de traces d'enquêtes poussées des militaires pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et pourtant, hein, parce que Bob, on est allé ensemble à Valençol, souvent on nous dit rien n'a repoussé autour de ce trou pendant une dizaine d'années. Mais ça, est-ce que ça a été validé, étudié, acté, et si on a un travail scientifique qui a été fait, est-ce qu'on a une trace de ce travail scientifique? Voilà, parce que ça, moi je n'en ai pas entendu parler aussi. On a ce oui-dire de dire rien n'a repoussé, et même problème avec la montre de Maurice Mas, on le voit dans le film d'ailleurs, hein, de Dominique, où Maurice Mas semblait ne plus pouvoir porter de montre. Est-ce que ce phénomène a été acté, prouvé, étudié scientifiquement? Encore une fois, ce sont des questions bien sûr, hein, mais vu tout ce qui tourne autour de ce cas, je trouve que ça aurait été intéressant que quelque chose soit acté au niveau scientifique et qu'on puisse le consulter. Alors, on a, nous, ensemble, hein, avec Jocelyn, avec toi, lorsque nous étions à Valençol, rencontré Maurice Chassepoul, qui était son ami, qui lui, avec toute la verve provençale, nous raconte ses histoires. Et bien sûr, on a la sensation que c'est rencontre du troisième type, mais racontée par Fernandel. Mais ce qui est intéressant, c'est, moi, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as eu vent d'une évolution dans le témoignage de Maurice Mas? Est-ce qu'au fil du temps, entre le moment où il a vu en 65 cet ovni posé dans son champ de lavande et sa mort, est-ce que les choses ont évolué dans sa prise de position et dans ce qu'il disait? Alors c'est vrai que Maurice Chassepoul est son dépositaire de témoignages, on va dire, et effectivement Maurice Chassepoul aujourd'hui c'est la vitrine de Valençol concernant le témoignage de Maurice Mas, qui semble-t-il n'a jamais évolué dans le temps, ou en tout cas pas de façon officielle. Et encore une fois, si des informations ont été transmises à certaines personnes, je pense à des ufologues, eh bien ces informations aujourd'hui semblent encore gardées secrètes. Pourquoi? C'est une vraie question. Allez, on arrive au terme de ce cas qu'on a mis en lumière aujourd'hui dans cette libre antenne pour essayer d'en savoir plus sur les questions qu'on aurait pu se poser. Est-ce que les enquêteurs à l'époque étaient assez aguerris? Est-ce qu'il y avait des ufologues? C'est vrai qu'il y avait déjà des personnalités, hein, qui sont allées sur le terrain, mais est-ce que ces personnalités ont posé les bonnes questions, en tout cas celles que nous avons exposées ce soir? En conclusion, tu dirais quoi? Le mystère reste entier, et quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui sait? Voilà la question, enfin la vraie peut-être question, c'est quelqu'un dans le monde a-t-il le mot de la fin? Un pilote d'hélicoptère qui a gardé précieusement son trésor, c'est-à-dire les brins de lavande qu'il aurait pu prélever à Valençol en 1965 avec son hélicoptère? Est-ce que ce seraient des membres de la famille de Maurice, conscients du caractère imaginaire de cette histoire et ne voulant pas salir la mémoire de Maurice? Ou peut-on
envisager qu'un obscur cadre de l'armée songe parfois, en allumant une cigarette, à la joie qu'il aurait eu de capturer les créatures extraterrestres que Maurice a croisées ce matin de juillet 1965. Bon, dans tous les cas, on ne le saura jamais, mais c'était intéressant de se poser toutes ces questions ce soir. Merci Pascal d'avoir été avec nous pour votre retour. Et puis, on aura l'occasion peut-être pour la prochaine d'évoquer Travis Walton, parce que là aussi, cas d'abduction assez incroyable aux États-Unis. Et de l'encre a coulé avec cette histoire et on y reviendra bien sûr. Voilà. Merci Pascal. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Jocelyn d'avoir été avec moi ce soir pour cette libre antenne BTLV. Mon Jocelyn, on se retrouve d'ici une semaine pour la suite. Ce sera la prochaine libre antenne, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis sur BTLV. Surtout, restez-nous fidèles. Abonnez-vous. C'est Labo Black Friday en ce moment. C'est l'occasion pour vous d'avoir accès à des centaines et des centaines d'heures d'émissions à un prix défiant toute concurrence. Il y a aussi Labo YouTube qui est à votre disposition. Vous pouvez vous abonner aux deux et par la même occasion donc soutenir cette chaîne assez incroyable. Je voudrais vous rappeler que décembre approche et qu'il y a aussi un événement qui est important parce que j'y serai. Si vous voulez me rencontrer, ce sera l'occasion de dîner ensemble. C'est un dîner médium. Voilà, à Bordeaux le 11 décembre. Là encore, on va mettre le lien à votre disposition et de toute façon c'est sur la homepage de btlv.fr. Merci à Valentin qui a dû perdre 75 kilos ce soir tant il a dû jongler avec les gens au standard, mais en tout cas voilà, il est toujours là fidèle au poste et il fait un travail formidable. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt j'espère. Merci de votre fidélité, salut. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.